Bonjour à tous, c'est Laura de l'expertcomptable.com. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous l'attendiez je pense avec impatience, on va aborder tous les détails et tous les secrets un petit peu de la SCI. L'idée c'est vraiment que vous ressortiez avec toutes les infos et que vous puissiez enfin choisir comment faire vos investissements immobiliers, est-ce qu'on passe par une SCI ou pas. Pour aborder ce sujet qui est très spécifique, j'ai invité Guillaume, notre expert, c'est vraiment le spécialiste sur le sujet et donc voilà, il va pouvoir répondre à l'ensemble de nos questions. Bienvenue Guillaume, bonjour. Bonjour Laura, merci de m'avoir invité dans ce fauteuil qui est vraiment très confortable. Et ben écoute, j'en suis ravie. On a fait tout pour que tu te sentes bien et que tu puisses répondre à mes questions. Et ben on va commencer tout de suite avec la première question. Qu'est-ce qu'une SCI? Parce que c'est vrai qu'on en entend souvent parler, mais si tu peux nous expliquer un peu plus en détail, c'est quoi concrètement une SCI? Alors, j'ai la réponse un peu bête, c'est une société civile immobilière, mais je ne suis pas sûr que c'est pour ça que tu m'as invité. Exactement. Donc, c'est une société qui a pour but de détenir des biens immobiliers ou des titres attraits à l'immobilier d'ailleurs, puisqu'une SCI peut détenir des SCPI ou autre chose. Donc, si je schématise, c'est une société qui va avoir un actif composé de biens immobiliers, voilà, ou de titres immobiliers. Donc là, concrètement, la SCI, c'est vraiment un statut juridique. C'est une forme juridique. C'est une forme juridique, Absolument. on est bien d'accord. Ok, ça sert à quoi exactement? Dans quel cas on l'utilise en fait? Le cas le plus courant, c'est de détenir un bien immobilier en direct, d'accord? Quelle que soit la nature du bien d'ailleurs. Peut-être un parking, un appartement, une maison, enfin voilà, tout ce qui a trait à l'immobilier, un terrain. On va pouvoir, comme toutes les sociétés, avoir plusieurs actionnaires. Et on doit avoir plusieurs actionnaires. J'allais te poser plusieurs comme associés question. d'ailleurs. Les juristes comprendront la nuance. Donc il faut que j'ai plusieurs associés dans la SCI, ça c'est l'obligation. Mais l'intérêt, c'est aussi le même, c'est-à-dire pouvoir finalement rendre divisible quelque chose qui n'est pas à la base. Si j'ai un bien immobilier et que il n'appartient qu'à moi, j'ai pas de problème. Mais si j'ai un bien immobilier et que je veux qu'il appartienne un peu à moi, un peu à mon conjoint ou ma conjointe, un peu à mes enfants, si j'ai le bien en direct, je peux pas comme ça dire tiens, je vais donner 10%, 20%, 30%. Si je détiens ce bien à travers une SCI, eh bien, je vais pouvoir donner ou vendre des parts. En tout cas, je vais pouvoir organiser la détention de ce bien pour qu'on puisse avoir chacun des pourcentages différents. Et oui, puisque du coup, la SCI détient un bien, comme tu l'as dit, souvent on pense à une habitation ou autre, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir partager en fait la détention des biens, qu'on soit plusieurs à détenir un bien. Quoi. Voilà, et d'ailleurs tu fais bien de le dire, j'ai dit un bien, mais on peut en avoir plusieurs au sein d'une même SCI. Qui pourraient être les associés en fait sur une SCI? Ah là, c'est très large. On peut avoir des personnes physiques, qu'elles soient majeures ou mineures, et on peut avoir des personnes morales. Et on peut avoir un mélange de tout ça aussi. Donc on peut très bien avoir une SCI avec 2 personnes physiques et en plus une société. Donc 3 associés, voilà, on peut vraiment mixer comme ça autant que l'imagination nous permet. C'est ça qui est vraiment super intéressant. Donc on le rappelle, une personne morale, c'est une société en fait par exemple, tout simplement. Donc une SCI peut être détenue à la fois par des sociétés, une ou plusieurs sociétés d'ailleurs, et mixer ça avec des personnes, donc personnes physiques, c'est une personne lambda comme toi et moi. Exactement. Tout simplement. Tout à fait. Alors du coup, l'intérêt de cette SCI, principalement, en tout cas avec les clients qu'on peut accompagner, ça serait finalement, j'ai une société qui génère pas mal de trésors, pourquoi pas. Ça peut nous permettre en fait, si elle est associée dans la SCI, de pouvoir en fait fluidifier un peu les échanges peut-être de trésorerie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce cas-là? Absolument. D'ailleurs, c'est bien souvent pour ça que les clients nous sollicitent. Donc je pense qu'eux-mêmes ont déjà cette idée quand ils nous appellent. Mais l'intérêt d'avoir une SCI qui est détenue tout ou partie par une société, donc une SASU, une URL, on revient sur ce qu'on disait précédemment, c'est de dire, eh bien, le bénéfice de ma société, je vais pouvoir le transférer à la SCI. En fait, ça va être un prêt entre sociétés, d'accord? Donc je transfère l'argent. Et avec cet argent-là, la SCI peut acquérir un bien ou s'en servir pour avoir un emprunt et ensuite acquérir le bien. Et l'intérêt de ce montage-là, c'est d'éviter de dire, je sors l'argent de la société pour aller chez moi, je paye alors des cotisations et ou de l'impôt sur le revenu, enfin suivant la modalité de sortie, pour le réinvestir. Parce que si je fais ça, je réduis le montant que je peux investir, puisqu'au passage, j'ai payé un peu d'impôt, on va dire. En passant directement de la société à la SCI, bien évidemment, j'ai évité la case impôt personnel, donc le montant investissable, il est resté identique. Oui, donc du coup, on peut avoir un schéma très simple où c'est juste notre société, par exemple, j'ai une SASU, qui prend les parts d'une SCI avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on n'est pas forcément, parce qu'on entend souvent parler de ça, souvent on veut faire une holding au-dessus qui détiendrait les deux, mais c'est pas forcément obligatoire finalement. On peut directement le faire sans la holding. Oui, c'est vrai. On a une multitude de schémas possibles. Il y en a même un troisième. Je peux même dire, ma société achète directement le bien immobilier. Ça, on ne le recommande pas parce qu'on aime bien séparer les choses pour pouvoir bien céder plus facilement le bien. Céder un bien, ça on peut le faire même quand il appartient à la société. Mais si le bien appartient à une autre structure, je peux aussi
céder la structure, c'est une façon de céder le bien. C'est un peu plus souple. Bien souvent, on recommande d'avoir le bien hébergé dans une société et pas dans la structure d'exploitation. On distingue bien les deux, d'accord? Mais juridiquement, on pourrait le faire. Donc on a plusieurs schémas qui sont possibles. On a le premier schéma où le bien est détenu directement par la société d'exploitation. On évite pour plusieurs raisons. La principale, c'est pour pouvoir vendre le bien plus tard, plus facilement. Ouais. Il y a d'autres raisons, c'est pas la seule. Deuxième solution, ma société possède la SCI qui elle-même possède le bien. Donc là, c'est le schéma qu'on vient d'indiquer avec le transfert de trésorerie. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre une holding au milieu? Des fois oui, des fois non. Si je mets une holding, je vais pouvoir travailler sur, bien, peut-être décliner la situation et avoir plusieurs SCI. Et dans ce cas-là, la holding elle jouera son rôle, puisque on avait déjà indiqué dans une précédente vidéo que la holding pouvait servir un peu de pivot entre toutes les participations que je détenais. Donc si j'ai pour ambition d'avoir plusieurs sociétés, c'est intéressant d'avoir la holding. Si par contre, je veux investir dans un bien une seule fois dans ma vie, ça n'arrivera plus, et que je suis sûr que ma société d'exploitation, je ne la vendrai pas, je ne l'arrêterai pas, je ne ferai pas rentrer d'associé, alors là, il n'y a pas besoin de holding. Okay. Si par contre, je ne suis pas sûr de tout ce que je viens d'énoncer, alors la holding, ça va donner de la souplesse. Ça me permettra quand même d'avoir ma SCI, qui ne sera qu'à moi, d'accord ? Donc là, il n'y a personne d'autre, mais de pouvoir dire peut-être qu'un jour, je voudrais faire rentrer un associé dans ma structure pour qu'on puisse se développer différemment, acquérir des compétences, etc., etc. Et dans ce cas-là, il faudra avoir mis en place la holding, parce que si je ne l'ai pas fait, l'associé qui viendra possédera tout ce que possède ma boîte d'exploitation. Donc si ma SCI est possédée par la boîte d'exploitation, dans l'hypothèse que je viens d'indiquer, j'aurai aussi cédé une part du bien immobilier à cet associé. Ouais. Ce qui n'est pas le but, hein, bien sûr. Mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, on peut très bien avoir un projet immobilier. Alors par exemple, souvent on pense aux conjoints, aux enfants, mais on peut très bien avoir du coup une SCI avec son conjoint ça ou son conjoint et ses enfants, une SCI peut-être avec ses parents, ses frères et sœurs. En fait, ça permet d'avoir plusieurs SCI selon, on le rappelle, le but premier de la SCI, c'est de partager les biens. Donc ça dépend avec qui on veut partager le bien en fait. C'est surtout ça l'intérêt peut-être d'avoir une holding qui détiendrait plusieurs SCI si on a plusieurs projets avec plusieurs personnes, quoi. Tout à fait. Alors là, tu évoques quelque chose d'assez important et je pense qu'il faut prendre 3 minutes pour rappeler un petit principe à nos clients quand même. C'est que si jamais j'ai une holding qui détient une partie ou tout de la SCI, ouais, il faut que le schéma prenne en compte le fait que j'ai une participation qui est équivalente à ce que je vais mettre au projet, ce que je vais financer du projet. Si je crée une SCI avec un tiers pour le conjoint, un tiers pour moi et un tiers pour ma holding, mais que tout est financé par la holding, j'ai un problème. Parce que comment est-ce que je justifie, du point de vue de la holding, qu'elle est tout financée, alors qu'elle n'a droit qu'à un tiers des fruits de cet investissement? Là, j'ai un problème et évidemment, l'administration fiscale ne manquera pas de le souligner. Donc, il faut que j'ai une cohérence entre la détention et le financement qui va être adossé. Oui. Effectivement, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, parce que c'est vrai que le cas le plus fréquent, c'est qu'on veut faire une SCI, souvent avec le conjoint ou même les parents. Mais c'est vrai que, en fait, là, ce que tu es en train de nous expliquer, la détention des parts, ça se fait finalement en fonction du financement, quoi. Si mon conjoint, il apporte 1 000 € sur les 100 000, je peux pas lui donner 50% des parts, en fait. C'est ça que ça veut dire. Bah là, en tout cas, on prendra un risque évident. Il y a des clients qui effectivement viennent nous voir ayant entendu qu'ils pouvaient faire ce genre de schéma et nous on leur dit bah non, vous voyez bien que du point de vue du financeur, donc encore une fois de la boîte d'exploitation, ça ne tient pas. Évidemment ça le problème dans ce schéma-là, c'est est-ce que le financeur il en a pour son argent? Est-ce qu'il a un taux de rentabilité cohérent avec ce qu'il va mettre? Donc si la boîte d'exploitation elle a 100 000 € à mettre et qu'elle a droit qu'à un tiers, si je reprends un exemple, de la SCI, elle aura droit qu'à un tiers du rendement. Si on a un rendement de 6%, elle a droit à 2%. Bon, est-ce qu'aujourd'hui dire à une société placez votre argent à 2%, c'est cohérent? Avec en plus le risque de ne pas revoir l'argent, enfin voilà, qu'il soit bloqué, etc. On voit bien que non. Donc là, on a fait ce qu'on appelle un acte anormal de gestion, voire un abus de bien social, puisqu'en fait, en gros, c'est avantagé au détriment de la société. Donc ça, on évite. Donc c'est vrai que ça, c'est un cas important parce que c'est tentant. Effectivement, si on a une société d'exploitation qui génère pas mal de bénéfices, on a envie de prendre tout ou une grosse partie du bénéfice pour l'investir dans l'immobilier, par exemple, dans le cas de notre SCI. Mais là, ce que ça veut dire, c'est que si c'est la société qui finance même à 80% le bien, on le répète, on peut le compléter avec un emprunt. Ça, c'est tout à fait possible. Mais du coup, il faut que ce soit quand même en lien avec le pourcentage de financement. C'est mieux que ça colle avec le pourcentage de détention, quoi. Absolument. C'est ce qu'on recommande à chaque fois. Après, si la personne elle veut investir personnellement, elle peut le faire, mais simplement, elle sort l'argent, elle paye l'imposition personnelle et ensuite, elle peut très bien créer une SCI avec son conjoint, ses enfants, etc. Mais on est dans un autre cas que celui qu'on a évoqué juste Donc ici. Là, c'est un cas un peu plus classique, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, on a notre société d'exploitation d'un côté, une SCI de l'autre, qui n'ont pas forcément de lien. Et donc là, il faudrait sortir par exemple en dividendes ou en salaire. On prend du salaire ou des dividendes sur notre société d'exploitation, qui sont taxés voilà, d'une certaine manière, en tout cas qui sera différente. Et donc là, ça nous permet après d'investir en direct sur la SCI, quoi. Voilà, puisque l'argent nous appartient, on en fait ce qu'on en veut. On en fait ce qu'on en veut. Et là, on retrouve une certaine liberté. Quand on est entre personnes physiques, c'est un peu plus facile après d'organiser la détention, d'envisager une transmission aux enfants. Enfin voilà, là, on peut travailler un peu plus sur ce schéma-là. À l'inverse, quand on est sur un financement à travers sa société
société ou la holding, c'est pareil, hein, je veux dire dans le groupe professionnel. Là, on va plus travailler sur éviter l'impôt à la sortie, éviter l'impôt qu'on aurait eu si on avait sorti l'argent personnellement. Par contre, on va pas trop pouvoir travailler sur la transmission parce que les parts appartenant à la société, elle va les transmettre, elle va les garder. Donc, il faut faire un choix. Quel est l'objectif que je me fixe? En fait, c'est vraiment ça le plus important. Quand on a ce projet-là, c'est de se poser et de voir un petit peu quel est le but de cette SCI, qu'est-ce qu'on veut en faire. Et alors, j'aimerais bien aussi qu'on évoque un petit peu la stratégie, parce que c'est vrai qu'il y a plein de solutions différentes, enfin, voilà, plein de choses différentes qu'on peut faire. Mais qu'est-ce qui est le plus intéressant finalement? Est-ce que voilà, je dois acheter le bien en nom propre? Est-ce que je dois faire une SCI? Est-ce que je dois mettre ma société à travers ça? Comment on fait pour un petit peu s'y retrouver dans ces différents choix qui s'offrent à nous? Mais je pense que la première idée forte qu'il faut que les clients aient, ou les personnes qui nous regardent, même s'ils ne sont pas clientes, c'est de savoir ce qu'elles veulent faire. Quel est l'objectif premier qu'elles poursuivent? Et une fois qu'elles ont défini cet objectif, on va, nous, trouver une solution juridique. Mais on ne commence pas par dire j'ai une SCI, je veux prendre ça comme participation. Non, le juridique, il suit l'objectif qu'on s'est fixé. Il ne faut pas inverser les choses. Donc à ce moment-là, on pourra trouver des solutions, mais on ne va pas trouver des solutions à un client qui ne nous a pas dit ce qu'il voulait faire. Parce que sinon, on va arriver aux solutions je crée une SCI qui est détenue par la holding, c'est des solutions que j'appelle clé en main, qui marchent si jamais on est dans la situation qui a été pensée. Mais la personne qui veut transmettre à ses enfants, on lui dit votre SCI est détenue par votre holding, ça ne répond pas à son besoin. Donc c'est pas bon. Il faut vraiment faire du cas par cas. Et donc là, clairement, il faut être accompagné parce que c'est des sujets qui sont quand même très techniques. Et on l'a vu, il y a des avantages, des inconvénients dans tous les cas. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec un comptable ou autre, notaire ou avocat, expliquer son projet. Et là, ensuite, on voit c'est quoi le plus adapté, quoi. Exactement. Ok, super clair. Ça me fait donc penser à un point important. Est-ce qu'on peut acheter sa résidence principale avec une SCI? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça? Ah, ça c'est une question, on pourrait en parler des heures, il y a des avis pour et contre. C'est pour ça que je te pose cette question. On peut en trouver, mais plus d'un point de vue juridique pour organiser la détention, absolument pas d'un point de vue fiscal. Ok. Donc, ça veut dire aussi que si je crée une SCI pour ma résidence principale, la SCI, elle est détenue par moi et mon conjoint. Elle n'est pas détenue par ma boîte. D'accord. On évite aussi de mettre les enfants, c'est pas interdit, mais c'est un pari pour l'avenir, pour les enfants. Ça veut dire que si un jour je veux rendre la résidence principale et changer de résidence, il faudra l'accord des enfants, s'ils sont actionnaires. Il y a peut-être autre chose à transmettre avant de transmettre la résidence principale aux enfants. Voilà. Donc c'est des choses qui sont possibles, mais en tout cas, on va absolument s'interdire de mettre la société là-dedans. Parce que si je mets la société là-dedans, dans la SCI, qui possède la résidence principale, ça veut dire que je dois verser un loyer. Puisque là, je vais me retrouver avec un actionnaire qui est une société commerciale, qui va pas faire de mise à disposition à titre gratuit, c'est pas dans son intérêt. Donc c'est un petit peu bête parce que là je perds du capital et en plus je dois payer des loyers. En plus il va se poser la question à chaque fois qu'il y a des travaux, à qui c'était de payer. On s'expose aussi à ce que le fisc aille regarder le schéma. Donc vraiment on évite, ça présente pas d'intérêt sur la résidence principale de mettre la boîte dedans. Par contre, est-ce que je le détiens en direct, en indivision avec mon conjoint ou ma conjointe, ou est-ce que je le détiens à travers une SCI? Les deux sont possibles. Donc ça c'est vrai que c'est un point qu'on peut souligner. Une fois qu'on a une SCI, on l'a dit, c'est une société donc, qui détient le bien. Donc ça veut dire que quand on va louer le bien, effectivement les loyers, ça rentre comme du chiffre d'affaires. Finalement sur cette SCI. Finalement, comment ça va être imposé? On va pouvoir payer les travaux, on va pouvoir payer toutes ces dépenses-là avec notre SCI? Comment ça marche? Ça va marcher de manière, je pense, alors je vais pas dire assez similaire à si on le faisait sans SCI parce que ce serait un peu érodé. On va avoir deux grands cas de figure. Premier cas de figure, ma SCI, j'ai décidé qu'elle serait imposée alors à l'IR. Ok, impôt sur le revenu. Voilà, c'est ça. Alors vraiment, elle est translucide pour ceux qui aiment bien les termes compliqués, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire en même temps. Ça veut dire que la SCI, elle est là pour centraliser les dépenses, mais globalement, c'est les associés qui vont supporter l'imposition. Ok. Donc, c'est pour ça, ça que ça renvoie. en fonction des parts. Exactement. Quoi. Et donc ça veut dire que là, si j'ai un associé qui est une personne physique, eh bien, lui, il va ajouter à sa base d'impôt sur le revenu la quote-part de résultat de la SCI qu'il avait. Ok. Donc, pour reprendre ta question initiale, la SCI, elle détient le bien, elle fait les travaux dedans éventuellement, donc c'est elle qui paye, puisque c'est elle qui le détient. Alors, sauf si les travaux sont à la charge du locataire, encore une fois, là, ça dépend de la répartition qui convient. Et puis, derrière, c'est la SCI qui encaisse les loyers. Elle paye les dépenses courantes, assurance, agence, si une agence, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis derrière, le surplus, admettons qu'il soit bénéfice, enfin que ce soit un bénéfice, qu'il soit positif. Donc on a plus de loyers que de dépenses, c'est voilà. Ça que ça veut dire. Et bien dans ce cas-là, on va répartir ça aux associés en proportion de leur droit à résultat. Souvent c'est en proportion du capital, c'est la même chose, mais on aurait le droit de les décorréler. Et dans ce cas-là, si moi j'ai 50% de la SCI, je prends 50% de résultat, je le mets dans ma base imposable en revenu foncier, et donc je paye de l'impôt sur le revenu personnellement dessus. Alors ça c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que les loyers sont supérieurs aux travaux. Quand on investit, en général ça dépend du bien, mais s'il y a beaucoup de travaux et qu'on a du coup un résultat négatif en fin d'année, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On est en perte du coup. Tout à fait. Dans ce cas-là, je vais remonter la perte, toujours en proportion de ce que je détiens, des parts. Dans
ma feuille d'impôt et cette perte va pouvoir éventuellement s'imputer sur d'autres revenus et autres. Bon là, on va retrouver les règles de déficit foncier qui sont propres à là qu'on soit un SCI ou pas un SCI, ça va être pareil en fait. Donc ça veut quand même dire que ça viendrait nous faire payer moins d'impôts? On a notre perte qui vient s'ajouter par exemple à nos revenus de salariés. Ça fonctionne du coup? Ça, pour partie, effectivement. Il y a un montant que je peux imputer et puis un montant au-delà duquel je ne peux pas aller. Dans ce cas-là, celui-là, il s'imputera sur les loyers futurs. Ok, sur la partie foncière du coup. C'est ça. Ok, super. Alors ça c'était la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est la SCI est à l'IS. D'accord? Ok. Donc là, on va la traiter un peu comme une URL ou une SASU qu'on connaît. Finalement, on va dire, je prends mes loyers, je déduis mes charges, mes travaux éventuellement. Attention, comme je suis en comptabilité commerciale, je ne déduis pas les travaux en une fois, je les amortis, donc je les étale sur la durée de vie. Voilà. En immobilier, ça peut être très long, l'étalement d'ailleurs. Avantage de l'IS, c'est que bien souvent, j'ai une base d'imposition très faible, voire nulle. Pourquoi? Parce que le coût d'acquisition, je peux l'amortir aussi. Le prix du bien, je vais l'amortir, ça me fait donc une charge qui va venir en déduction des loyers que je vais encaisser. Donc bien souvent, on a une base imposable assez faible. Alors qu'à l'impôt sur le revenu, comme je ne peux pas amortir, on a souvent une base d'imposition plus élevée. Donc l'avantage de l'IS, c'est clairement celui-là. D'une part, avoir une base d'imposition faible. D'autre part, si jamais il y a quand même un impôt à payer, c'est la société qui paye son impôt. Qui paye, on sépare le produit perso, quoi. Voilà, au même taux qu'on connaît, l'IS. La tranche à 15, la tranche à 25, c'est pareil. La différence qui est importante entre ces deux modes d'imposition, c'est que à la sortie, je ne vais pas calculer la plus-value de la même façon. Donc la plus-value, on fait un petit pic de rappel. On achète un bien à un certain prix. Au moment de la revente, le but c'est quand même de le vendre plus cher que ce qu'on a acheté, surtout si on a fait des travaux, ça a pris de la valeur, etc. Et donc la plus-value, ça va vraiment être la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, quoi. C'est ça. Voilà, quand je suis à l'impôt sur le revenu, différence prix de vente, prix d'achat. Alors, il y a des éléments qui sont retraités, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut retraiter une partie des éléments. À l'IS, ça devrait être pareil, sauf que c'est prix de vente moins prix d'achat que je n'ai pas encore amorti. Donc, tout ce que j'ai déjà amorti, je ne le déduis pas. J'ai déjà eu l'économie d'impôt, je ne vais pas réavoir une économie d'impôt. Donc, forcément, j'ai des plus-values mécaniquement plus élevées à prix de vente équivalent, elles sont plus élevées à l'IS qu'à l'IR. Ok, c'est vraiment ça la différence. C'est vrai que souvent on nous pose la question, je fais quoi, SCI à l'IS ou à l'IR? En fait, c'est du cas par cas là encore, et c'est beaucoup sur les plus-values que ça va jouer en fait, l'imposition des plus-values. On voit en tout cas clairement une différence fondamentale à la fin sur les rendements quand on prend en compte la plus-value ou pas. Donc alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu l'as dit, c'est du cas par cas. Nous, on peut travailler d'ailleurs. Il y a des clients qui nous sollicitent pour simuler ce que ça ferait. Donc ils nous donnent des hypothèses et nous on leur dit voilà ce qui se passerait à l'impôt sur le revenu, voilà ce qui se passerait à l'impôt sur les sociétés. Comparer, quoi. Et il y a des clients qui aiment bien avoir des chiffres sous les yeux pour prendre des décisions. Alors évidemment les chiffres ont la même valeur que les hypothèses. Mais en tout cas, ça peut donner aussi une idée, illustrer un petit peu ces différences-là et voir en quelle mesure ça peut avoir un impact fort à la sortie. Et oui, parce que c'est des sujets qui sont quand même hyper techniques. On essaye d'y répondre le plus simplement possible, mais rien ne vaut vraiment une simulation un peu chiffrée pour comparer et voir tout de suite de quoi on parle, quoi. Exactement. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Guillaume pour avoir répondu à toutes ces questions. C'était très technique, donc un grand merci. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense que ça vous a plu si vous êtes encore là. L'idée, vous l'avez compris, il y a quand même beaucoup de cas par cas. Voilà, si vous avez encore des questions sur le sujet, moi je vous invite réellement à prendre rendez-vous avec nous. Vous retrouvez le lien pour prendre rendez-vous avec nos équipes dans la description. Donc vous cliquez dessus et on vous rappelle dans les 5 minutes. Je vous invite également à poser vos questions dans les commentaires puisqu'on pourra y répondre également. Et puis bien évidemment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les autres vidéos qui vont bientôt sortir. Ça serait quand même dommage de passer à côté. Merci à tous et je vous souhaite une belle journée.